rencontre des Juifs d'Urs, une série documentaire de Victoria Géraud-Velmont. Épisode 4. Les comités de soutien aux Juifs d'Urs. « 18h31 sur Radio J Shalom 93-90 MHz, en direct du studio Yossif Begoun, Serge Agenberg et toute l'équipe du mardi soir. Un mardi soir bien spécial puisque, comme vous le savez tous, aujourd'hui, c'est le 8e jour de Hanouka. Et nous allons passer cette sortie de fête ensemble. Et dans quelques instants, nous serons avec plusieurs centaines de personnes qui sont déjà réunies au square Monton-Long, près de la rue Lafayette, pour allumer cette bougie. Mais en même temps, nous sommes en train d'établir une liaison avec Jérusalem, avec Avital Staransky, qui allumera avec nous les bougies de Hanouka. Et si tout se passe bien, et pourquoi les choses ne se passeraient-elles pas bien, nous aurons également en ligne de Moscou une refusnik qui, depuis des années et des années, attend son autorisation de quitter l'Union soviétique pour rejoindre sa famille en Israël. Alors, je vous demande quelques instants de patience. Nous aurons tout de suite Moscou et Jérusalem en ligne. À nos amis du square Monton-Long, quelques minutes de patience. Il est minuit passé, Suzy va s'inquiéter. Ça va faire un drame quand je vais rentrer au point où j'en suis. Le monde se réveille enfin. La communauté nationale, mais aussi internationale, s'intéresse au sort des Juifs soviétiques. Chaque institution juive crée son propre bureau de travail pour les Juifs d'Urs. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, le Fonds social juif unifié, les comités de femmes ou encore les communautés des villes comme Strasbourg et Lyon. Tout ça, ça a démarré dans les années 73-75, car au sein du Renouveau Juif, groupe dans lequel j'étais, nous avions créé un comité de soutien aux Juifs d'Urs, grâce à Serge Agenberg. Annie Minsky n'est autre que l'une des principales voix de Radio J dès sa création, en juin 1982. D'abord militante au Renouveau Juif, elle fut dès le départ intégrée au projet de la radio. En tant que bénévole, Annie reste plus de 20 ans à Radio J. Parmi ses nombreuses activités radiophoniques, une émission lui tient particulièrement à cœur. Cette émission, c'est celle sur les Juifs d'Urs. À l'occasion de ce comité, de nos actions, on avait œuvré en faisant des manifestations dans les rues de Paris pour la liberté des Juifs d'Urs. On avait aussi organisé entre guillemets, des descentes Bolchoï. Quand le Bolchoï venait à Paris, au Palais des Congrès, on était jeunes et on faisait des incursions dans le Palais des Congrès et on voulait tout simplement, que les Russes qui étaient là, ces artistes qui donnaient donc des représentations, prennent conscience que oui, il y a des Juifs en Urs qui souffraient et il fallait à tout prix faire quelque chose pour les aider. Et que nous, c'était notre moyen, nous, de rentrer au Palais des Congrès et de saccager un petit peu leur spectacle. Ce qui nous a valu des soirées complètes au commissariat de police, parce que c'était totalement défendu, et Henri Agenberg venait nous récupérer. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, en 1981, le 17 juin précisément, Radio J a été créée sur l'initiative de Serge Agenberg, qui tenait vraiment beaucoup à ce que la communauté juive à Paris ait une radio juive. Et dans le cadre de cette radio juive, il voulait, dans l'élaboration des grilles que nous avions mis en place, il voulait qu'il y ait un moment hebdomadaire réservé aux Juifs d'Urs, une émission hebdomadaire. Dès notre première rencontre, Annie me prévient. « Je n'ai pas fait de voyage en URSS, tu sais, je ne suis pas celle que tu recherches. » C'est à ce moment-là que je prends conscience de l'ampleur du militantisme pour les Juifs d'Urs en France et ailleurs.
Partir en amoureux et s'immiscer dans un groupe touristique en direction des grandes villes soviétiques n'était pas le seul recours pour venir en aide aux Juifs d'Urs. Il ne suffit pas de faire sa valise, de cacher des carnets de noms et d'apporter des livres aux réfusniks pour créer un mouvement global de solidarité avec eux. En France, le rôle des leaders communautaires était donc d'alerter les autorités et personnalités politiques françaises, mobiliser toute la communauté juive de France, ouvrir les yeux et les oreilles sur ce qu'il se passait dans le fief communiste. Ces actions nationales étaient essentielles, car il fallait que des voix s'élèvent, dénoncent, rendent compte de la condition des Juifs d'Urs. Alors, l'idée était de pouvoir donc contacter des personnalités politiques, mais aussi d'attirer l'attention des médias par des actions, et surtout de gêner les autorités soviétiques. La voix que vous entendez, c'est celle de Frank Kuczynski. Ce nom peut vous paraître familier. La star de la famille à l'époque, c'est sa mère, Aviva Kuczynski. Aviva dirigeait le comité de solidarité avec les Juifs d'Urs. C'est un comité de soutien comme il en existait par dizaines en France à cette époque. Mais Aviva, elle, fait entendre sa voix. Elle crie plus fort que les autres et devient vite une actrice incontournable de ce combat. Frank, son fils, était comme son premier conseiller. Un militant de l'ombre, on peut dire. Il militait avec Maya et Yaron au Claes et comme eux, il s'est très vite mobilisé pour les Juifs d'Urs. Je le rencontre un mardi après-midi au MEDEM, dans le 10e arrondissement de Paris. Le MEDEM, c'est une organisation juive laïque, ancrée dans les valeurs socialistes et attachée à la culture yiddish. Ça ne s'invente pas. Alors, les Juifs d'Urs, c'était l'un des thèmes de campagne que nous avions dans ces mouvements de jeunesse, qui rassemblaient d'ailleurs plusieurs organisations. Et on faisait par exemple des actions de rue, il nous arrivait d'organiser des manifestations, des meetings, parfois des actions d'éclat devant des points de, par exemple, l'agence Intourist ou l'agence Aéroflot, qui était la compagnie aérienne officielle d'État, on va dire. Et donc c'était pour nous un calendrier d'action qui était très régulier. Et puis un jour, on nous a proposé de nous donner des adresses de refusniks, donc de juifs qui avaient demandé leur visa pour émigrer en Israël et qui ne l'avaient pas reçu, à qui l'État soviétique avait fermé les portes, de manière à ce qu'on puisse correspondre avec eux, les soutenir moralement, échanger avec eux certains éléments. Et donc moi, j'ai pris, bien sûr, comme d'autres militants, l'engagement de soutenir un juif d'Urs. Et voyant cela, ma mère a trouvé que c'était bien, ça c'est déjà très bien de pouvoir correspondre avec eux, mais elle a souhaité donner une autre dimension. Elle a souhaité donner une dimension où on pouvait appeler les hommes politiques à soutenir ce combat. Pourquoi ? Parce que, bien finalement, les soviétiques gardaient dans leur propre territoire, dans leur pays, des juifs qui souhaitaient émigrer, qui souhaitaient partir. Et donc, il nous est apparu que cette forme de captivité subie était contraire aux droits de l'homme. Et donc, ma mère a commencé à mobiliser des hommes politiques qui sont intervenus, qui progressivement ont fait des courriers, ont fait des lettres, et on a commencé comme ça à faire bouger les hommes politiques français autour de cette thématique. C'est-à-dire que le combat n'était plus finalement un combat de quelques militants ou d'organisations militantes, mais le combat montait d'un niveau et allait vers la classe politique française. Peux-tu me présenter ta maman ? Alors, ma mère est née en 1933. À 9 ans, elle portait l'étoile jaune. Et c'est sans doute peut-être l'un des points qui l'a le plus sensibilisé pour combattre dans cette action, puisque quand elle portait l'étoile jaune et qu'elle se cachait dans Paris, elle se disait « Mais il n'y a pas de juifs aux États-Unis qui peuvent nous soutenir, comment ça se fait ?» Et c'est en ayant subi donc ces années où elle se cachait que le sort des Juifs d'Urs lui est apparu d'autant plus insupportable.
Et d'ailleurs, dans ce combat, elle veillait aussi à avoir des associations qui n'étaient pas seulement des associations juives. Je pense à l'ACAT, par exemple, l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture, par exemple. Très souvent, elle obtenait des soutiens de d'autres organisations qui rassemblaient des personnes qui souhaitaient simplement militer pour les droits de l'homme, soit d'une manière générale, soit pour une cause particulière. Par ailleurs, ma mère écrivait également dans Actualité juive, donc elle avait une page quasiment dans chaque numéro où elle attirait l'attention des lecteurs sur le sort d'un refouznik, par exemple, ou bien elle mettait en valeur également des hommes politiques français qui étaient intervenus. Et puis, elle avait une émission sur la fréquence juive, où, là aussi, chaque semaine, elle recevait soit des personnes qui s'étaient rendues en URSS, qui venaient témoigner, soit des femmes et des hommes politiques qui intervenaient, là aussi, pour soutenir la cause. De sorte que, au fur et à mesure, l'idée était d'encercler, en quelque sorte, les autorités soviétiques et de leur dire « respectez les textes que vous avez signés », parce que nous sommes de plus en plus nombreux et de plus en plus mobilisés à vous dire que vous devez les respecter et que ce n'est pas le cas. Paris étant la capitale de la France, on avait plusieurs cibles favorites qui étaient toutes les cibles qui dépendaient de l'ambassade d'URSS. Alors ça pouvait être par exemple l'agence de voyage InTourist, ça pouvait être la ligne d'avion Aeroflot, ça pouvait être des spectacles, comme les spectacles du Bolchoï, par exemple, qui étaient organisés par les services culturels de l'ambassade d'URSS. Ça pouvait être également le consulat d'URSS situé avenue de Prony, à l'époque. Donc, il y avait plusieurs cibles comme ça, et on intervenait d'une manière différente. C'est-à-dire que, par exemple, à l'agence de InTourist, par exemple, il y a eu une journée entière où tous les militants se sont relayés pour téléphoner et demander des renseignements. Des renseignements, disant qu'ils voulaient organiser un voyage, on est 10, on est 12, on est 15, on veut organiser, et restant très longuement au téléphone de manière à couper les lignes téléphoniques, et à la fin de l'entretien, on leur disait, et on voudrait rencontrer Anatoly Sharansky, et on voudrait rencontrer un juif d'URSS, est-ce que c'est possible de rencontrer un juif d'URSS? Pourquoi c'est pas possible de rencontrer un juif? Là, en général, on nous raccrochait au nez, et il y avait quelqu'un d'autre qui rappelait après pour dire, voilà, je voudrais organiser un voyage, etc. Donc, c'était un blocage, si vous voulez, des lignes téléphoniques de ces compagnies. À d'autres moments, on allait manifester devant carrément avec des autocollants, des banderoles, donc de manière assez visible. Je me souviens même on avait eu une information stipulant qu'une délégation soviétique venait à Paris dans le cadre d'une conférence internationale, et on avait eu leur hôtel, on savait où ils logeaient. Donc je m'étais chargé de confirmer l'information, et un groupe de militants sont allés fêter au bar de l'hôtel une victoire d'un match, je crois, de ping-pong qui avait fait l'excuse importait peu, et l'idée c'était que on avait quelqu'un dans le hall de l'hôtel qui scrutait, et qui, dès que la délégation était arrivée, nous a appelés. Les militants sont arrivés, ont mis des autocollants partout dans l'ascenseur, dans la cage d'escalier, en scandant aux autorités soviétiques « Liberté pour les Juifs d'URSS ». En 1917, leur espoir commençait à renaître, car en 1917, ils allaient devenir libres peut-être. Lénine leur avait promis la liberté, l'égalité, plus de pogroms, plus de racisme, et pourtant vint le stalinisme. 3 millions de mes frères vivent là-bas dans une cage de fer. 3 millions de mes frères ne peuvent vivre sur leur propre terre. Depuis tout a empiré, ils ne peuvent plus dormir en paix. Être juif en Union soviétique est devenu un crime politique. Il paraît même qu'émigrer, c'est
et de l'État nuire à la sûreté. Les Juifs veulent allération, alors on va les mettre en prison. 3 millions de mes frères vivent là-bas dans une cage de fer. 3 millions de mes frères ne peuvent vivre. De son côté, Radio J tente de nouer des liens entre la communauté juive de France et les juifs soviétiques. Et les fêtes juives sont un moment idéal pour créer une relation privilégiée entre ces deux communautés. Nous attendons, Avital va donc faire la première bracha, et nous allons ici au studio, et je pense voir Montolon, tous ensemble, allumer les 8 bougies de Hanouka. Ok, Avital, we are listening to you. ברוך אתה אדוני אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. A people awakes and across the sea I hear your voices crying out to be free. I know your fears, there is so much to lose. Alors ça veut dire quoi une émission radiophonique sur les Juifs d'Urs ? Ça veut dire que toutes les semaines, pendant 20 minutes, une demi-heure, on racontait ce que nous savions sur les Juifs d'Urs. On invitait des personnalités de la communauté qui étaient très impliquées aussi dans le combat des Juifs d'Urs. Et on avait mis au point une série à l'occasion de Hanouka. On s'était dit que ce serait absolument géantissime d'essayer d'allumer des bougies de Hanouka et de chanter le Mao Tzour en direct avec les refusniks avec qui on avait des contacts. Et bien c'est ce qu'on a fait. Et ça a bien marché. Et ça a été absolument exceptionnel parce que les communications étaient difficiles. On avait un mal fou avec la langue, parce que les refusniks, certes, parlaient l'anglais, mais avec un accent très fort russe, que nous, quand ils nous parlaient en anglais, eh bien, il fallait qu'on traduise aussi ce qu'ils nous disaient. C'était excessivement difficile. Et puis, on a fait ça pendant des années. Pendant les 8 jours de Hanouka, tous les soirs, on appelait une autre famille à Moscou ou à Leningrad et on allumait avec eux une bougie de Hanouka en chantant le Mao Tzour. Si les risques pris par les militants en France paraissent moins impressionnants que ceux pris par les militants envoyés en Union soviétique, des personnalités aussi médiatisées n'en sont pas moins scrutées et se retrouvent parfois dans des situations un peu cocasses. Alors en 1989, Gorbatchev est venu à Paris. Et moi, j'étais à la tête du comité féminin de soutien aux Juifs d'Urs et on avait décidé de faire des choses. De manifester devant le consulat, devant le parc Monceau, et puis jeter des tracts à côté de l'Institut du monde arabe. Le nom d'Evelyne Eskolovitch vous dit sûrement quelque chose. Incontournable militante juive et féministe, Evelyne est aussi rescapée de la Shoah. Elle parcourt les écoles partout en France pour raconter son parcours et celui de ses parents dans le camp de Bergen-Belsen. Mais Evelyne fait aussi partie de celles et ceux qui se sont battus corps et âme pour la libération des Juifs soviétiques. Après plusieurs voyages en URSS, elle prend la tête du comité féminin de soutien aux Juifs d'Urs. La veille de son arrivée, on me téléphone, Madame Askolovitch, vous êtes bien au 39 rue des Batignolles, oui. Écoutez, c'est la préfecture de police, nous voulons vous protéger pendant le voyage de Monsieur Gorbatchev. Est-ce que nous pouvons venir chez vous ? Je dis oui, si vous voulez. Oui, d'ailleurs, on est en bas de chez vous. Très bien. Ils montent à la maison, ils disent qu'ils veulent me protéger. Je dis, vous savez, je ne risque rien du tout. Si, vous avez besoin de protection. Alors, pendant les 2 jours du voyage, nous allons vous accompagner. Alors, je dis, très bien, mais moi, je veux faire ce que je veux faire, ce que j'avais décidé. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, le lendemain matin, je devais passer ici, à Radio Communauté,
ou c'était rue Georges Berger, peu importe, oui, rue Georges Berger. Je descends de chez moi à pied, parce que ça n'est pas très loin, et je voyais qu'il y en avait un qui était debout, qui marchait derrière moi, et un autre qui suivait en voiture, et il se parlait avec le talkie-walkie. J'arrive à la radio, je dis que M. Gorbatchev va venir et que le comité féminin de soutien aux Juifs d'Urs, on va lui dire que quand même qu'il fallait que les Juifs quittent l'Union soviétique. Et je sors du studio et j'avais rendez-vous avec mes copines à l'hôtel de ville. Et je vois que qu'il y en a un qui me suit à pied, je prends le métro, il est derrière moi à pied. Et l'autre, apparemment, en voiture, parce qu'il dit, oui, on arrive là, elle descend. Je suis descendue, on avait rendez-vous dans un café à l'hôtel de ville. Et je raconte hilar à mes copines que quelqu'un me suit. Et je dis, oui, vous voyez, il est là derrière moi. Et il y en a un autre, et tout le monde rigole, on rigole. Et on va au Parc Monceau. Et au Parc Monceau, il y avait 3 quarts de police qui nous attendaient. 10 bonnes femmes, faut dire, des femmes d'un âge, on devait avoir 50 ans. Et ils nous attendaient 3 quarts de police pour nous. Et ils nous amènent dans un commissariat qui était plus loin, dans le 17e arrondissement, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on manifeste devant le consulat qui était rue de Prony. Si Evelyne est autant surveillée, c'est qu'elle est l'une des personnalités les plus mobilisées dans ce combat. Elle ira même jusqu'à convaincre Simone Veil, alors présidente du Parlement européen, de s'investir elle aussi. Et j'ai organisé des manifestations, j'ai organisé des colloques, et j'ai fait, par ce voyage, la connaissance de Simone Veil, elle était la présidente du Parlement européen. J'ai fait la connaissance donc avec Simone Veil, qui a toujours refusé obstinément de s'impliquer dans mes demandes. Moi, je demandais qu'elle signait des lettres. Et puis, en 1900, c'était en 83, 84, non, 80, 81, je suis allée la voir de nouveau avec une mère de Refouznik et une femme de Refouznik. Et j'étais dans son bureau. Et elle me dit de nouveau, je ne peux rien faire pour vous, le Parlement européen n'est pas politique. Et je suis sortie dans son bureau, puis elle m'a énervée, ça m'a énervée. Donc j'ai tourné les talons et je suis retournée, j'ai dit, vous savez, Madame Veil, et je disais la vérité. Quand j'étais à Moscou, cet été 79, je me suis sentie comme dans un camp, et c'était vrai. Parce que l'autre facette de moi, c'est que j'ai été dans des camps de concentration. Et je me suis sentie très mal à Moscou. Incompréhensible, mais je me sentais vraiment mal. Et là, elle a levé la tête. Elle a dit, vous ? J'ai dit, oui, je n'ai pas été à Auschwitz comme vous, je n'étais que à Bergen-Belsen. Et elle me dit, mais vous étiez toute petite. J'ai dit, oui, j'étais toute petite, entre 4 ans et 6 ans. Et à partir de ce moment-là, elle m'a plus jamais refusé quoi que ce soit. Demain finira, garde l'espérance, ne crains jamais le sort, en silence, résiste. Je l'ai dit, les institutions communautaires commencent à jouer un rôle décisif. Des leaders de la communauté juive se retrouvent alors chargés des comités de soutien de ces institutions. Parmi eux se trouvent 2 personnalités bien connues, Rafi Marciano et Anne-Marie Revkolevski. D'abord, il faut que je vous dise que c'est un combat que j'ai mené très tôt, puisque dès 1970, j'ai été impliquée dans ce combat. Je n'étais pas une historienne, je connaissais mal en fait la réalité soviétique, mais je savais qu'on ne pouvait pas continuer à rester indifférent à ce qui se passait. Et il faut rendre hommage à tous ces militants
à tous ces militants de l'époque. Moi, je suis que le reflet de tout ça, mais ces militants et militantes, et il faut rendre un hommage à ces hommes et ces femmes qui ont façonné le judaïsme français, un judaïsme de courage, un judaïsme pas simplement de la culture, pas simplement de l'étude, pas simplement de la pratique religieuse, mais c'était, quand on nous disait, André Neher nous disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. André Neher nous disait, mais non. Emmanuel disait, mais c'est pas comme ça qu'il faut traduire. Lévinas disait, c'est pas comme ça qu'il faut traduire. Ah bon? Il faut traduire, et tu aimeras ton lointain comme toi-même. C'est-à-dire celui que tu connais pas. C'est-à-dire les Juifs du RSS, je ne les connais pas, je n'ai jamais rencontré. Eh ben, c'est eux aussi qu'il faut aimer. C'est pas simplement la proximité, le neveu, le voisin, c'est celui que tu ne connais pas, ton lointain. Et c'était ce slogan qu'on a appliqué parce qu'on ne les connaissait pas, les Juifs du RSS. Ancienne professeure agrégée de lettres, Anne-Marie Revkolevski a un parcours exemplaire au sein de la communauté juive. Directrice de la Fondation pour la mémoire de la Shoah sous la présidence de Simone Veil, présidente des éclaireurs et éclaireuses israélites de France, élue au comité exécutif du Fonds social juif unifié, bref, tout ça est un sans faute. Pendant le combat pour les juifs d'Urs, elle ne pouvait qu'être active. Elle a dirigé le comité de soutien des juifs d'Urs du CRIF avec Claude Kellman avant de prendre sa suite. Rafi Marciano est une personnalité mythique de la communauté juive de France. De l'UEJF au Centre Rachi en passant par l'Institut Elie Wiesel, Rafi Marciano a un parcours de premier de la classe. Évidemment, dans les années 70-80, il s'engage pour les Juifs d'Urs. L'essentiel pour moi, en tous les cas à l'époque, puisque j'étais quand même assez jeune, était de faire en sorte que nous puissions convaincre les soviétiques de laisser partir les Juifs et d'apporter notre soutien aux Juifs en Union soviétique qui militaient en prenant d'énormes risques, puisque dès 70, ceux qui militaient et qui voulaient non seulement sortir, mais qui voulaient retrouver les valeurs et la culture et l'histoire du judaïsme étaient pour la plupart envoyés au goulag. Donc nous étions informés de ces prisonniers de Sion, ces refouzniks à qui on refusait le visa, et l'action consistait donc à la fois à leur apporter un soutien politique avec les gouvernements auxquels nous appartenions, en même temps aller sur place pour essayer d'aider et leur montrer qu'ils n'étaient pas oubliés, puisque si les interventions politiques gouvernementales étaient très importantes, il n'empêche que aller sur place et leur montrer que nous étions là et qu'on ne les laisserait pas tomber était quelque chose de tout à fait important. C'est qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, il y avait des médecins, des mathématiciens, des hommes d'église qui apportaient leur soutien dans des comités divers. Il y avait des très grands noms, des grands médecins, des grands avocats. Lorsqu'il y avait des manifestations, je me souviens en particulier qu'il y avait un comité qui s'appelait le comité pour les exclus de la santé, avec tous les dissidents qui étaient envoyés dans des asiles psychiatriques, donc il y avait de grands psychiatres. J'ai retrouvé récemment une intervention de Françoise Dolto qui était partie prenante de ces comités, le professeur Richer, Lvov, Monod, enfin c'était les grands noms, disons, intellectuels, scientifiques français qui, chaque fois qu'ils le pouvaient, intervenaient en faveur des refouzniks. Et d'ailleurs, moi-même, chaque fois que j'avais des amis qui, pour des raisons professionnelles, étaient amenés à aller en Union soviétique, eh bien, je leur demandais à chaque fois d'aller voir X et Y. De ce voyage, je vais donc m'impliquer de plus en plus et je vais assister à des réunions importantes à Paris, des réunions importantes à Bruxelles, des réunions importantes à Jérusalem, où l'action va se coordonner, va être un peu articulée avec les Américains, les Israéliens et bien sûr les Français et d'autres Européens, mais les Français jouent quand même un rôle important. L'Europe n'existe pas, il n'y a pas l'Union européenne, donc les pays de l'Europe sont quand même un peu divisés. Il y a les Anglais d'un côté, il y a des Autrichiens qui se bougent, des Belges qui se bougent, mais l'action en Europe n'est pas encore vraiment coordonnée.
Et donc, voilà, je vais participer à un certain nombre de réunions importantes. Je vais diriger certaines tables rondes. Donc, si vous voulez, c'est pas simplement un rôle de militante, c'est que je vais avoir un certain nombre de responsabilités. Elles ne sont pas toujours faciles, parce qu'au sein même de la communauté, je trouve qu'on ne se mobilise pas suffisamment. Que ce soit au CRIF, au Fonds social, il y a des débats lorsqu'il y a des personnalités soviétiques qui arrivent. Donc, moi, je voudrais que l'action soit beaucoup plus importante, je voudrais qu'on y mette plus de moyens financiers, voilà. Comment je vais expliquer à la génération qui m'écoute aujourd'hui que quand on faisait une manifestation pour les Juifs du RSS sous le slogan « Let my people go »,« Shlachna et Amir, renvoie mon peuple », on avait des manifestations sur la place d'Opéra, on était 10 000, 15 000, on faisait des manifestations de la place de la République jusqu'à la Nation. C'était toutes ces manifestations pour demander aux autorités de l'Union soviétique de libérer les réfugiés. Parce que, il faut savoir, il y avait 3 millions de Juifs en URSS. Et quand on demandait un visa, quand un Juif demandait un visa aux autorités soviétiques, c'était refusé. Mais c'était des hommes d'un courage, d'une noblesse, d'une droiture, c'était exemplaire. Et quand je voyais déjà, quand je revenais ici, je voyais nos hommes politiques, etc. C'était triste de voir des hommes politiques d'une lâcheté qui bougeaient pas pour des prisonniers juifs du RSS. Et là, ça nous a donné un boom, parce que la semaine d'après, Brejnev, le patron de l'URSS, était invité en visite officielle en France. Alors là aussi, il fallait combattre, etc. Et nous, on a fait une grève de la faim. Quand on est revenu du RSS, on a fait une grève de la faim pour les Juifs du RSS. Et c'était au mémorial. Donc la grève de la faim, c'était, on avait le droit de boire. Mais à un moment, le 5e, 6e jour, moi, je n'ai pas compris, je suis tombé, je me suis réveillé sous une tente à oxygène à l'hôpital, etc. Bon, c'était... Mais le combat qu'on menait avait abouti. Il faut tuer leur folie, alors on ferme leurs imprimeries et on interdit leurs écoles aux Juifs qui veulent remplir leur rôle. Les physiciens, les médecins, parce qu'ils sont juifs, sont bons à rien. Et même ceux du parti deviennent pour eux les pires ennemis. 3 millions de mes frères vivent là-bas dans une cage de fer. 3 millions de mes frères ne peuvent vivre sur leur propre terre. Vous l'avez sans doute compris, ce militantisme me fait rêver. Je suis impressionnée par la volonté sans relâche de toutes ces personnes que je rencontre. Ils auraient pu consacrer leur jeunesse à leurs amis, à la fête, aux études. Mais ce destin-là n'est pas pour eux. Leur vie n'a de sens que si celle des autres Juifs dans le monde est assurée. Plus j'entends ces témoignages, et plus je crois en la force de la solidarité entre les Juifs du monde. D'ailleurs, l'engagement pour les Juifs d'Urs en France n'est qu'une petite partie du mouvement de libération pour les Juifs soviétiques. Partout, la diaspora s'élève et fait de la libération de leurs frères soviétiques un combat de premier plan. J'en découvrais alors l'ampleur. Merci à Annie Minsky, Anne-Marie Revkolevski, Rafi Marciano, Frank Kuczynski et Evelyn Askolovitch. Merci également à Annie Minsky et Bernard Klein pour leurs archives si précieuses. Réalisation Victoria Géraud-Velmont. Montage et mixage Vincent Laine. Prise de son Guillaume. Voix Youssef Murciano. Documentation le Fonds social juif unifié. C'était À la rencontre des Juifs d'Urs, une série documentaire de Victoria Géraud-Velmont.